Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons avec nous aujourd'hui, sur le plateau de Almoatine, Monsieur Yvan Mayer, le bourgmestre de Bruxelles. Monsieur Mayer, bienvenue sur le plateau d'Almoatine. Merci, bonjour. Donc on va commencer notre première question en tout cas. Donc les derniers sondages confirment une tendance concernant le PS, celle d'une baisse persistante de votre parti à Bruxelles et surtout en Wallonie. Comment expliquez-vous ce recul et avez-vous des craintes pour 2018? Vous savez, les sondages, c'est deux choses. C'est d'abord une photographie, donc c'est un instantané. L'instant d'après, voilà, la photo est différente. C'est comme quand vous faites une photo, ou moi. Donc, et deux, j'observe que les gens qui nous sont proches, les populations à revenus plus faibles, les gens qui sont des travailleurs, tout ça, quand je leur demande, tiens, vous avez été sondé, c'est assez rare qu'on leur ait demandé leur avis. En règle générale, on ne leur a d'ailleurs pas demandé leur avis pour un sondage. Ce qui compte, c'est le résultat des élections. C'est ce jour-là que ça vaut. C'est ça le système démocratique dans lequel nous sommes. C'est après un débat, c'est après une campagne, c'est après qu'on ait exposé un bilan et qu'on ait surtout fait son programme, qu'on ait projeté une vision de la ville, que les gens se prononcent. Donc c'est pas le sondage qui fait l'élection. Donc voilà. Donc vous n'êtes pas inquiet du tout pour 2018? Non, en tout cas pas pour Bruxelles. Okay. Bon, je ne peux pas répondre pour les autres régions, mais pour la ville de Bruxelles, je pense qu'il y a beaucoup de débats. Je sais que nous focalisons beaucoup de débats, mais je sais aussi que beaucoup de gens nous disent « tenez le coup, on aime bien ce que vous faites, il faut continuer, n'abandonnez pas, etc. » Donc je sens bien qu'il y a quand même ce soutien de la population. Et pour nous, c'est très important. Je confirmerai ce que vous avez dit parce que j'ai reçu des questions dans ce sens-là. Voilà. Je laisse la parole à mon collègue. Alors, on parle de vous comme un homme de projet et d'action. La ville de Paris, dirigée par Anne Hidalgo, que vous connaissez très bien, a adopté en 2014 le budget participatif pour la ville de Paris, qui propose aux Parisiens de décider de l'utilisation de 5% du budget d'investissement entre 2014 et 2020, soit un demi-milliard d'euros. Ne serait-il pas une bonne idée pour redynamiser le centre-ville et son économie locale durement affectée par les problèmes de mobilité et les attentats? Vous savez, quand j'étais président du CPAS, j'ai testé le budget participatif. Alors, à propos du CPAS, ça pourrait paraître bizarre, mais il se fait que le CPAS de Bruxelles, ce n'est pas que de l'aide sociale. On a aussi, par exemple, une très grosse politique immobilière, parce que historiquement, le CPAS de Bruxelles est propriétaire immobilier assez important dans la région bruxelloise et à Bruxelles, dans la ville en particulier. Et j'avais proposé qu'on discute avec la population des choix qu'il faudrait faire en matière immobilier. Et je me suis rendu compte que les gens qui venaient à ces réunions, assemblées participatives, en fait, la première chose, c'est qu'ils devaient comprendre le budget. En fait, la première chose que nous devions faire, c'était de la pédagogie. C'est quoi un budget? Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on investit pour les immeubles, etc. Quelles sont les règles, marché public et tout ça? Et toute cette pédagogie était vraiment formidable, mais j'ai constaté que des gens, malheureusement, lâchaient prise après quelques réunions, je dirais, sauf les militants professionnels. Enfin, si je puis dire comme ça, c'est une manière de parler. Je respecte énormément le militantisme. Je suis un militant moi-même, donc voilà. Mais sauf les personnes engagées et averties, parce qu'elles gèrent des associations, etc. Elles savent comment ça fonctionne. Pour les autres, je me suis rendu compte que c'était très, très laborieux et que c'était difficile pour les gens. Donc on a abandonné, on a fait ça 2 ans, et puis on n'a pas pu continuer. Moi, je reste partisan de tentatives à ce sujet. Il faut expérimenter les choses. Donc on va tirer les enseignements de ce qui s'est fait à Paris. On est très fort en relation, et on apprend mutuellement l'un de l'autre. Par exemple, Anne Hidalgo était très séduite par, vous savez, la journée sans voiture qui existe à Bruxelles maintenant depuis 16 ans. Ça n'existait pas à Paris. Donc l'an dernier, on lui a expliqué comment ça fonctionnait. Elle a lancé la première journée sans voiture. La deuxième vient de se dérouler d'ailleurs ce dimanche. Et donc on apprend l'un de l'autre. Donc nous sommes en train de voir comment fonctionne le budget participatif à Paris.
pour voir de quelle manière on pourrait l'implanter à Bruxelles. Encore une fois, effectivement, probablement que c'est plus facile sur des marges et sur par exemple en investissement, et en proposant aux gens d'investir plutôt ceci, plutôt ça, à tel endroit, à tel autre endroit. Mais c'est exactement ce qu'ils font. Donc on va tirer les enseignements de leur expérience pour voir comment on peut l'implanter chez nous. Parce que, disons qu'il y a eu, il n'y a pas si longtemps, Make Brussels, qui a été organisé par la région, qui avait l'air d'avoir pas mal réussi. Oui, c'était pas mal, ils offraient 30 000 euros par projet pour redynamiser les différents quartiers de Bruxelles. Ça avait suscité un engouement. J'avais été personnellement à une réunion au quartier des Marolles. Ça avait l'air de... Oui, alors avec une limite, c'était très bien, effectivement. Avec cependant une limite, c'est que un projet était retenu par quartier. Mais on a vu qu'à des endroits, il y avait plusieurs projets qui avaient été déposés. Et des projets vraiment bien. Et on nous a dit, mais la région ne pourra pas les financer, ceux-là. Mais allez voir à la ville, ils vont financer. Mais non, la ville n'a pas lancé ce projet, enfin cet appel à projet, et n'a pas aujourd'hui de budget prévu pour cela. Donc il faut faire attention de lancer une initiative. Plein de gens réfléchissent, réalisent des choses, ça leur coûte aussi de les réaliser. Et puis après on leur dit, vous n'êtes pas sélectionné, d'accord, c'est le jeu. Mais puisque vous n'êtes pas sélectionné, allez voir un autre niveau de pouvoir, ils vont le faire. Mais non, il faut faire ça en concertation avec nous, on ne peut pas faire ça comme ça. Et donc, voilà, donc il faut aussi faire attention à ne pas créer de faux espoirs chez des gens qui réalisent alors un projet, puis qui viennent, et puis ils ne pourront pas le réaliser parce que le budget n'existe pas. Or, nous sommes quand même dans une limite de capacité budgétaire. Yvon Mayer, j'ai énormément de questions pour vous, en tout cas des questions des citoyens qui nous ont envoyé gentiment leurs questions. Je commencerai par la première, donc d'un journaliste d'investigation, Khalil Zgendi, qui a posé la question, je cite donc, voilà. Après le départ de Charles Piquet, de Philippe Moreau, deux grandes figures emblématiques et historiques du PS en région bruxelloise, aucune pointure n'est disponible pour guider votre formation. Comment voyez-vous cette situation à la veille d'importantes élections ? Bon alors, Khalil Zgendi, je le connais très bien. Il n'est pas du tout journaliste d'investigation. Il a été élu, il est passé par plusieurs partis politiques. D'ailleurs, il a un peu bourlingué d'un parti à l'autre, y compris le mien. Et puis, il a terminé dans un autre parti comme conseiller communal, si je me souviens bien, à Saint-Josse. Mais soit. Donc je pense qu'il y a des pointures au PS à Bruxelles. Il ne doit pas s'inquiéter et il peut nous faire confiance. Il peut d'ailleurs nous soutenir et appeler à voter pour nous. D'accord, je t'en prie. Pour continuer un peu du côté participatif, la ville d'Hambourg a adopté depuis plusieurs années le planning urbain participatif. Donc pour planifier justement et faire participer les acteurs économiques mais aussi les citoyens dans l'aménagement des espaces publics. Vu les contestations quand même assez virulentes qu'on a eues sur le piétonnier, qui est un très beau projet par ailleurs, une telle approche ne serait-elle pas bénéfique pour l'acceptation et la réussite ultérieure de ce projet ? Donc il faut d'abord établir un peu les choses par rapport aux contestations. D'abord, vous savez, le piétonnier, c'était le sujet de débat de la campagne électorale pour les élections communales précédentes, pour le centre-ville. On avait d'autres sujets sur Laken, sur Niederoverembeek, etc. Mais sur le centre-ville, c'était ça le sujet. Et les projets étaient dits. On n'a jamais masqué, au contraire, on a dit, oui, on va piétonniser ici, la Bourse, le centre, on va aller jusqu'à De Broecker, etc. J'ai toujours plaidé le principe de rendre les places publiques des places, vraiment des vraies places pour les citoyens et plus non plus des ronds-points pour des voitures. Il faut changer les paradigmes de la ville. Moi, je pense que la majorité des gens étaient favorables à ça. Ils ont voté pour ça et c'est ce que les gens veulent. Après, évidemment, entre l'intention et puis la réalisation, d'abord, il y a des délais. Donc, on nous dit « Ah, mais regardez, c'est moche ». Ben oui, mais ce n'est pas notre piétonnier. Ça c'est les installations qui ont été faites dans les années 70. Ben, c'est pas nous, on n'était pas nés, on n'était pas là. C'était pas nous qui faisions de la politique à ce moment-là, donc 60 même. Bon, donc voilà, ce n'est pas ça notre projet.
vous savez, notre projet, il est autre chose, on vous l'a montré, tout ça. Oui, mais non, c'est clairement autre chose. Bon, etc. Il y a eu une polémique qui a enflé de manière démesurée autour de certains commerçants ou prétendus commerçants. Ok. Dans toutes les villes d'Europe qui ont créé des piétonniers, il y a à chaque fois eu des bagarres, des tensions, des difficultés avec certains commerçants. Pas tous, certains commerçants. C'est la même chose chez nous. Tous les maires des villes qui ont fait ça nous ont dit « Oh là, tu vas voir, 2 ans, pendant 2 ans, vous allez souffrir, ça va être difficile, etc. » C'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vrai. Monsieur Juppé m'a dit ça, le maire de Bordeaux. À Paris, on me l'a raconté. Dans des villes italiennes, à Turin, à Florence, on m'a raconté la même chose, etc. Tous ceux qui ont fait l'expérimentation. Le maire d'Hambourg, je l'ai rencontré. Donc on a la même vision de l'avenir de nos villes. Et il rencontre aussi des difficultés. Il ne faut pas croire que tout ça se passe sans difficulté. Donc nous sommes pour le dialogue, mais ce dialogue, il ne doit pas conduire à ce qu'on doive abandonner nos projets. Ça, c'est hors de question. Et donc, évidemment, il y a des gens qui sont jusqu'au boutistes, qui ne sont pas contents, et qui disent « Vous ne concertez pas ». Ben si, on vous concerte. Mais eux, ils pensent que se concerter, c'est suivre ensuite leur avis. Mais non, il y a leur avis, et puis il y a l'avis de leurs voisins, il y a l'avis des citoyens qu'on a rencontrés, qui ne sont pas aussi médiatiques, mais qui ont un avis. Et il vaut autant que l'avis de celui qui est médiatique, je m'excuse. Et donc, nous, on pondère les choses, on fait une moyenne, et on se rend compte qu'il y a une majorité plutôt en faveur de ce que nous faisons. Donc voilà, il faut bien fixer les règles quand on fait ça. Et la contestation ne peut pas être gagnante parce qu'elle a plus de clics sur Facebook ou plus de passages au JT ou quoi. Ce sont aussi les vrais citoyens qui nous parlent et qui ne sont pas nécessairement des citoyens abstraits sur les réseaux sociaux ou des téléspectateurs Donc il faut mesurer ça. Voilà. Mais la planification, elle est difficile parce que nous ne sommes pas comme Hambourg. Nous n'avons pas de capacité de nous étendre parce que nous sommes dans une limite des 19 communes et nous sommes dans le carcan. Et donc nous n'avons pas la même force qu'Hambourg, qui a la capacité d'aller plus loin que nous. Donc nous devons travailler dans un territoire qui est évidemment très étroit. Je vais rebondir sur la même question, en fait, une autre question envoyée par Daoud Daimoussi, suite aux réactions parfois négatives des commerçants du centre qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Y a-t-il des solutions qui ont été mises en place ou prévues pour les aider et les soutenir? Oui, clairement. Donc d'abord, on a essayé de comprendre pourquoi il y avait eu une chute du chiffre d'affaires chez certains. Chez certains, parce qu'il y en a d'autres qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Ceux-là, on n'en parle évidemment pas. Mais certains, effectivement, ont probablement vu au début leur chiffre d'affaires baisser. On a vu chez beaucoup, parce qu'on a travaillé avec les chiffres de ceux qui ont bien voulu nous montrer leurs chiffres, parce qu'il y a ceux qui disent ça, mais dont on ne voit jamais les chiffres, et puis il y a ceux qui sont venus nous montrer leurs résultats réels, et on a pu travailler avec eux. En fait, on se rend compte que le piétonnier a eu un petit impact au début, parce qu'il y avait eu un problème d'adaptation, notamment pour la mobilité, l'accès au centre-ville, mais qu'une fois les choses un peu établie, la situation se redressait. Et puis il y a eu les attentats de Paris. Et il y a eu le lockdown du mois de novembre. Pendant 4-5 jours, nous avons été en alerte niveau 4. Il y avait une inquiétude dans toute la ville. Les gens n'osaient plus venir à Bruxelles. Il y a même des ministres qui ont fait fermer les écoles. Enfin bon, ce que nous ne voulions pas. Donc on était dans une situation vraiment de tension maximale. Évidemment que ça a un impact sur le commerce. C'est ça l'impact négatif sur le commerce. Ça a eu un impact au plan international. Après les attentats du 22 mars, d'abord l'aéroport a été touché, l'aéroport de Bruxelles. Immédiatement, on a vu une chute, quasiment 80% de non-fréquentation touristique. Ça se redresse un peu, mais nous sommes toujours à 30-35% de touristes en moins par rapport aux autres années. Or, Bruxelles avait déjà un déficit par rapport aux grandes villes autour de nous.
Nous étions en plein développement d'un processus touristique maîtrisé. On ne veut pas devenir Barcelone, où les Barcelonais ne voient plus leur ville. Mais il y avait quand même encore de la marge par rapport à la manière dont nous vivons. Mais nous sommes toujours avec 30%, 35% de touristes en moins. Tout ça, c'est de la consommation en moins, en tout cas pour pas mal d'enseignes qui ont pour une part un côté touristique. Donc il faut travailler cela. On a tout fait pour que, notamment les Asiatiques, les Japonais, etc., reviennent. Le tapis de fleurs était japonais, mais néanmoins, il n'y a pas eu ce qu'on aurait pu espérer. Les Américains viennent difficilement à Bruxelles, même à Paris, continuent à avoir des difficultés à Paris, et donc c'est ça que l'on doit retrouver. Pour le reste, il y avait des difficultés en termes de mobilité. On les a résolues. Maintenant, l'accès au centre-ville, je veux dire, il faut vraiment ne pas vouloir et ne pas comprendre qu'il y a des parkings et qu'il faut s'arrêter au continuer à pied, venir en transport en commun, venir à vélo, etc. D'ailleurs, beaucoup de citoyens ont changé leur mode de déplacement. On a plus que doublé le nombre de vélos sur la zone centre-ville. Il y a une augmentation de la fréquentation, en tout cas par le métro. Donc tout ça, c'est positif. Ça veut dire que les gens ont compris que ça ne servait à rien de venir en voiture en ville, de tourner pendant des heures pour trouver une place. Si vous avez un métro à côté de chez vous, prenez le métro, quoi. C'est vraiment simple. Le paradoxe, c'est qu'en plus, beaucoup de nos concitoyens le font quand ils sont à l'étranger. À Paris, on prend le métro. À Londres, ils prennent le métro, etc. Et chez nous, il y a des gens qui disent « Ah ben non, moi non, je reste dans ma voiture ». Voilà, il faut changer. C'est un impératif de santé publique. Bien sûr qu'il y a des commerçants qui ont des difficultés, je comprends. Et nous avons dit que le commerçant qui perdait son activité à cause du piétonnier, nous étions prêts à l'aider. Et nous maintenons cela. S'il perd son activité à cause du terrorisme, ça, c'est pas de la faute du piétonnier. Il ne faut pas mélanger les causes des effets. Mais s'il y a ça, nous sommes prêts à intervenir, la ville est prête à aider, et nous sommes ouverts à recevoir les gens. Je reçois d'ailleurs beaucoup de gens, et on essaye de trouver quelles sont les difficultés et comment on peut y résoudre. Et l'accès a été simplifié maintenant. Vraiment, ceux qui veulent venir en ville en voiture, allez, le chemin est connu maintenant. Les Bruxellois, ils connaissent le chemin. Il y a quelques touristes qui se perdent, bon. Mais les Bruxellois, ils connaissent leur ville, ils connaissent le chemin, quoi. Tout à fait. On va parler un peu des villes intelligentes, des smart cities, comme on dit en anglais. Elles sont devenues vraiment un vecteur de forte croissance en Europe et dans le monde. Vous avez la ville à côté de Paris, d'Issy-les-Moulineaux, qui est un modèle de cybercité. Lisbonne, qui a vraiment repris du poil de la bête après la crise de l'euro. Amsterdam, qui n'est pas tellement loin. Gand, à quelques minutes de chez nous. Hambourg, on a parlé. Anvers. Ce sont toutes des bonnes pratiques européennes. Quelle est la stratégie Smart Cities de la ville de Bruxelles pour l'horizon 2020? Et avez-vous des projets en cours et ou en vue? Alors, c'est vraiment fondamental, d'abord parce que c'est une réalité qui s'impose à nous. Tout le monde est sur son smartphone, tout le monde cherche de l'information par ce biais-là. Donc c'est un outil, désormais, de la vie courante, on n'y coupe pas. La question principale est d'abord de savoir à quoi l'on veut destiner la digitalisation de la ville et la ville intelligente. Des villes ont fait le choix de consacrer la digitalisation à la sécurité maximale. C'est le cas de Nice, et on se rend compte que malgré des caméras partout, ils n'ont pas vu un gros camion qui 4 fois est passé sur le site, prendre des selfies, faire des photos, avant de ensuite commettre son forfait dramatique le 14 juillet. Bon, donc la limite sécuritaire, elle est là. C'est qu'il ne suffit pas de mettre des caméras, il faut aussi des gens derrière pour les voir et pour évidemment agir quand c'est nécessaire, comme dans ce cas-là. Enfin, l'enquête dira ce qui s'est passé réellement, mais c'est tout de même troublant. Nous sommes convaincus que la sécurité est évidemment essentielle. Aujourd'hui, c'est indépassable, on ne peut pas faire avec. On a déjà beaucoup de caméras. C'est un plan qui était déjà en développement et on continue de moderniser ce système. Mais nous voulons surtout un système citoyen. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé sous la législature précédente avec
les Wi-Fi gratuits sur les places publiques. C'est un combat qui n'est pas simple. Les opérateurs nous ont dit le Wi-Fi c'est pas bon, c'est une technologie qui va être abandonnée, le 4G, puis demain la 5G sera plus puissant que le Wi-Fi. Certes, mais beaucoup de jeunes ne savent pas se payer cet abonnement-là. Et donc nous, pour notre public jeune, le Wi-Fi gratuit reste quand même un moyen de surfer intéressant. Donc on a voulu développer le Wi-Fi gratuit sur les places publiques. C'est le cas à la Grand Place, c'est le cas à la Monnaie, de Roquet, etc. Donc nous voulons que l'espace public soit Wi-Fi gratuit, des zones Wi-Fi gratuites, de manière à ce que les jeunes puissent en profiter. Pas seulement ceux qui ont les moyens de se payer la 4G ou la 5G. Bon, il faut poursuivre dans cette voie, mais il faut aussi offrir des services. Donc par exemple, nous sommes en train maintenant de travailler à la définition d'applis, des petites applis de la ville, qui seraient utilisables même temporairement. Par exemple, vous avez Bruxelles-les-Bains, le Summer Festival, les plaisirs d'hiver. On a l'idée de développer des petites applis temporaires pour l'événement. Ça dure un mois et demi, un peu moins. Vous avez le programme, vous avez les événements, vous avez est-ce qu'il va pleuvoir, pas pleuvoir, enfin bon, etc. Un tas de trucs utiles liés à ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est rendre la digitalisation, la Smart City, sympathique pour le citoyen, utile pour le citoyen, et pas seulement au contrôle du site, même si c'est nécessaire, hein. Bon, aujourd'hui c'est comme ça, mais quand même des choses agréables, ludiques, et qui rendent la ville plus facile à vivre pour nous tous, et qui donnent de bonnes informations, des informations validées. Notre problème, c'est que, par exemple, au moment de l'attentat, je m'excuse de revenir là-dessus, c'est pas très sympathique, mais on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'informations qui allaient dans tous les sens. Un certain nombre de ces informations étaient fausses et étaient de nature à créer des mouvements de panique en ville. Donc nous voulons aussi donner les vraies informations, validées, officielles, pas les rumeurs de ceci, cela. Il faut que les citoyens puissent voir tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Le meilleur charrie le pire, hein, parfois, dans les réseaux sociaux. Mais il faut que quelque part, il y ait un référent qui soit, ça, c'est contrôlé, validé, c'est la vraie information. Un peu comme le safe, je suis safe sur Facebook. Oui, voilà. Mais attention, il faut qu'il y ait des informations. Par exemple, la ville de Paris avait testé des mesures, des informations de type danger par rapport à pas nécessairement terrorisme, mais d'autres phénomènes. D'autres villes, j'ai vu, ont testé des choses par rapport à des risques environnementaux, des inondations, des choses comme ça. Donc là, le citoyen a besoin de la vraie information. Et ça, nous devons donner ça comme pouvoir officiel de la ville. C'est ce que nous sommes en train de travailler. Vous pensez à faire des hackathons, puisque vous avez parlé d'applis, différentes applis, qui a très bien marché d'ailleurs dans la ville de Gand, Anvers. Oui, donc on nous a demandé de travailler effectivement avec des jeunes développeurs qui font des choses en ville. Donc nous sommes ouverts à ça, et c'est mon collègue Mohamed Ouriagli qui est en charge de Smart City et tout ça, qui est en train de voir de quelle façon on peut faire ça. Le parti Islam, un parti qui se prépare pour couvrir en 2018 en tout cas les 19 communes de Bruxelles et avoir une représentation plus large. Certains partis comme le MR demandent apparemment de changer la constitution et de bannir ce parti politique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Mayer? Moi, j'ai un engagement politique depuis que je suis jeune, où j'estime que les convictions religieuses ne font pas partie de la politique. J'ai jamais compris, par exemple, à l'époque, le Parti social chrétien. Je ne voyais pas en quoi le fait d'être chrétien ou pas chrétien donnait une plus-value politique, hein, je dis. Donc moi, je suis a priori pour ne pas mélanger la vie publique et la vie privée. Or, j'estime que la religion relève de la vie privée. Et je ne suis pas convaincu qu'un parti religieux soit
bon pour notre système démocratique. Je pense que ce serait un recul dramatique. Et donc, alors, faut-il les interdire? Ça, je ne sais pas, c'est le Parlement qui devra débattre de ça et qui devra décider si ce type de parti politique peut exister dans notre système. Et je fais confiance aux parlementaires, c'est à eux de... J'ai été parlementaire pendant 20 ans, donc je sais ce que c'est, et je leur fais confiance. C'est un débat vraiment sérieux, et je sais que les parlementaires sont capables de mener un débat sérieux par rapport à ces questions. Mais... Vous savez, il était candidat l'autre fois à la ville de Bruxelles, ils n'ont pas du tout percé, hein. Ça n'intéresse pas les gens, hein. En tout cas, moi, j'ai pas vu un résultat, ils n'ont pas d'élus, rien du tout. Ils ont deux élus, à Molenbeek et à Anderlecht. Ok, mais à la ville de Bruxelles, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que nous sommes présents. Nous montrons, le PS en tout cas, c'est notre volonté, nous sommes le parti ouvert à tous ceux qui partagent notre ambition de plus de justice sociale, de plus d'égalité, de plus de respect pour les gens dans la diversité. Et il n'y a pas besoin pour nous d'avoir un parti religieux qui défend la conviction des gens. Les gens ont droit à leur conviction. Et nous sommes là pour garantir cette conviction. Elle existe dans la Constitution belge et il faut se battre pour ça. Et nous nous battons contre les partis qui, eux, veulent interdire ça. Il y en a qui ont des velléités très dures, soi-disant laïques, ultra, comme ça. Pour nous, ce n'est pas notre conception de la laïcité. Notre conception, c'est celle du respect de chacun dans ses convictions qui relèvent de la sphère privée. Et c'est très important. Et nous, dans la sphère publique, on doit par contre... Vous savez, pour moi, il y a plus important que ça. C'est la lutte contre le racisme, hein. Aujourd'hui, moi j'observe que malheureusement depuis les attentats, qu'est-ce qui monte dans l'opinion? C'est du racisme. Plus de racisme. Ouais. Et c'est contre ça qu'il faut se battre. Et c'est pas en créant un parti religieux qu'on va combattre le racisme. Donc je pense que là, il doit y avoir une autre forme d'engagement. Il se trompe de combat, à mon avis. Oui. Je vais vous poser en tout cas une question envoyé par le vice-président de ce parti Islam, qui vous est adressé. J'ai fait une demande d'interpellation communale sur le sujet de l'égorgement comme droit pour les musulmans à domicile, et on m'a envoyé sur les roses. Parce que, je demandais ça dans le cadre de la fête du sacrifice. Le collège m'a répondu qu'il n'était pas compétent en la matière, faisant mine de n'avoir compris que du respect du bien-être animal. Non, c'est ridicule. Donc ça fait évidemment des années que pour des raisons d'abord sanitaires, le gouvernement a interdit que l'égorgement se fasse à domicile. C'est normal, c'est pour des raisons sanitaires, quoi. Je veux dire, ce ne sont pas des bonnes conditions pour protéger votre aliment demain. Il y a des règles sanitaires qui s'imposent à tout le monde, et c'est très très bien. Je veux dire, moi je pense qu'on ne tue pas un animal chez soi pour ensuite en faire une victuaille et une nourriture humaine. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, le gouvernement a déjà imposé ça, ce n'est plus toléré. On a d'ailleurs créé avec les sacrificateurs, des zones d'abattage où les choses se passent... Des abattoirs mobiles. Des abattoirs où les choses se passent correctement. Il y a eu ici un couac, parce que c'est un opérateur privé qui avait été désigné après un marché que la région a fait, et cet opérateur n'a pas pu remplir les missions, le cahier de charge auquel il avait été contraint de répondre. Nous, on regrette ça, ce n'est pas correct, quoi. Maintenant, j'observe aussi que beaucoup de gens, maintenant, font confiance à leur boucher. Il y a beaucoup de boucheries halal, vont chercher une pièce de viande, la partagent parfois, mais n'achètent plus nécessairement un mouton, ça coûte cher, c'est difficile à gérer, etc. Et je trouve que cette forme... respecte complètement le prescrit religieux, parce que le boucher, il le fait correctement, lui, et respecte en même temps les conditions sanitaires. Je trouve que, c'est bien, ces deux éléments sont positifs. Tout le monde a aujourd'hui une exigence
sanitaire. On veut que ce soit propre, on veut que ce soit fait dans des conditions d'hygiène, de respect de la ligne froide, etc. Tout le monde veut ça. Ben, je trouve qu'il n'y a pas de raison qu'à l'occasion d'une fête, on ne respecte pas ça, surtout si en plus le caractère sacrificiel, religieux, etc. est respecté. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, je pense que ça, c'est un peu arriéré comme vision par rapport à la modernité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le parti islam, comme vous l'avez dit, n'est pas juste un parti religieux, c'est aussi un parti politique. Donc il a une vision politique et je fais une petite transition justement parce que la ville a fait beaucoup pour déradicaliser une partie de ces jeunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, nous donner quelques exemples de ces réussites et de ces projets de déradicalisation? D'abord, c'est un phénomène terrible. Pourquoi des jeunes nés ici, éduqués ici en Europe, à un moment expriment un tel mal-être qu'ils tournent leur haine contre la société qui les a nourris, éduqués, soignés. Nous sommes quand même une terre en Europe avec beaucoup de difficultés, beaucoup de contradictions, mais enfin, où on vit le mieux au monde. On a accès à l'éducation, on a accès aux soins de santé, on a accès à une qualité de vie quand même exceptionnelle. Alors, elle est difficile, il faut travailler, il faut contribuer, il faut que chacun amène sa part d'effort dans tout ça. Mais enfin, comparons-nous avec le monde. Ailleurs, il faut être très très riche pour avoir l'accès à l'éducation et à la santé. Ailleurs, même riche, on n'y a pas accès. Il faut prendre des avions et visiter l'Europe ou d'autres continents pour y avoir accès. Ailleurs, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Alors, voilà, c'est pour moi une immense tristesse d'abord, sur le plan émotionnel, mais sur le plan politique, c'est quelque chose d'incompréhensible et qui doit être analysé et bien compris par nous pour lutter contre cela. Parce que ce n'est pas un avenir. Il n'y a pas d'avenir dans le terrorisme. Il n'y en a pas. Sinon la mort. Et la mort n'est pas un choix que nous faisons. Nous faisons le choix de la vie. Nous disons que la vie vaut la peine d'être vécue et que nous attendons de chaque individu, comme moi-même, une contribution à une société où on vit ensemble et où on partage, où on se respecte et où on essaye de construire quelque chose en commun pour améliorer le sort de nos semblables, de tout le monde. Voilà. Et ce n'est pas en tuant l'autre qu'on se grandit soi. C'est faux, ça. Ça c'est une illusion qui est vendue par des gens qui font du lavage de crâne, du lavage de cerveau. Voilà. Tout à fait. Ce n'est pas le choix. Et alors, nous avons travaillé dans les quartiers à écouter les parents, les jeunes, les animateurs, les travailleurs sociaux, etc. Et nous savons qu'il y a des quartiers où il y a des difficultés. Ces difficultés ne justifient pas la violence. Mais nous essayons de comprendre quand même comment améliorer les choses dans les quartiers et faire en sorte que des jeunes retrouvent un espoir dans leur vie ici, à Bruxelles, avec leur famille, avec leurs semblables, tout ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est convaincre que ce que nous proposons comme vie vaut mieux, 10 fois mieux, 100 fois mieux, 1000 fois mieux que le mirage de la mort qui leur est proposé par d'autres. Tout à fait. Question d'un monsieur Azorak A, donc il a envoyé Azorak A. Monsieur le bourgmestre, nous sommes citoyens, nous avons toujours voté PS, et ce depuis toujours, car c'est le parti le plus proche de nos valeurs. Mais on a l'impression que le PS commence à changer radicalement et à devenir comme le MR. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à vous faire confiance ? Je crois qu'on n'est vraiment pas du tout comme le MR. Donc, je pense que voilà, moi je reste... Explication, monsieur. Non, moi je reste convaincu qu'il y a une différence entre la gauche et la droite. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Nous sommes du côté des gens qui ont difficile, qui doivent travailler, qui se lèvent le matin, qui pour aller gagner leur vie, qui essayent d'éduquer leurs enfants, de donner le meilleur à leurs enfants, qui vivent dans des conditions qui ne sont pas toujours les meilleures en termes de logement, etc. Et on doit non seulement
être avec ces gens-là, écouter, et puis travailler pour eux. C'est comme ça que moi j'ai fait avec mon collègue, je le recite, c'est Mohamed Touriagli, ça fait que c'est 2 fois le même, mais enfin, nous avons travaillé à faire des logements. On devait faire 1000 logements. Pour la législature précédente, on en a créé 1200. C'est formidable, on a fait plus que ce qui était prévu. Et on continue, on en crée 800 sous cette législature-ci. Avec Fawzia Harish, on a ouvert les écoles. Vous savez, avant, les écoles de la ville de Bruxelles, c'était des écoles, certaines d'entre elles, des écoles ghetto de riches. Souvent, d'ailleurs, des gens qui n'habitaient même pas la ville de Bruxelles. 80% des jeunes dans certaines écoles étaient des jeunes qui venaient d'en dehors de la ville de Bruxelles et souvent de quartiers beaucoup plus bourgeois, etc. On a ouvert nos écoles au quartier pour qu'il y ait de la mixité et pour que les enfants de chez nous puissent accéder aux bonnes écoles. Quand j'habitais rue de la Samaritaine, dans les Marolles, le matin, je sortais de chez moi, vous savez, il m'est arrivé d'avoir des gens devant ma porte. Je disais « Ah bonjour, qu'est-ce que... ça va, je peux vous aider ?» Ouais. Et j'avais des gens qui me disaient « Je voudrais que mon fils, ma fille, aille dans la même école que votre fils. » Et je dis « Ben oui, évidemment, vous avez raison. Ah oui, mais on refuse. Ça ne va pas. » Donc on a changé ça. Et les gens doivent aller dans la même école que mon fils, etc. Et nous avons réussi à changer ça. Et aujourd'hui, les écoles sont ouvertes. Vous savez, les écoles, c'est le meilleur investissement qu'on peut mettre dans la main des jeunes, c'est leur donner un avenir. Donc on fait ça. Il y a une différence fondamentale entre la gauche et la droite. La gauche, elle fait ça. Et nous sommes la gauche qui fait. Pas la gauche qui dit, la gauche qui fait. C'est ça, prendre ses responsabilités et aller au collège de la ville, être dans la majorité, construire les choses. C'est plus facile d'être dans l'opposition et de dire « Ah, il faudrait faire comme ça, il faudrait faire comme ça » et de jamais prendre ses responsabilités pour y aller et le faire. Parce qu'après, on se fait critiquer aussi. Bon, regardez, nous, tout ce qu'on fait, on se fait critiquer. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Mais ça... Alors, il ne faut pas faire de politique, alors. Donc nous, bah oui, on affronte les critiques, on essaye d'expliquer, parce que parfois les critiques sont injustes, donc on explique. Parfois les critiques sont justes parce qu'on a fait un autre choix. Et on explique aussi qu'on a fait un autre choix, parce qu'on choisit d'aider les gens qui en ont le plus besoin. Mais c'est ça la politique. Et puis, voilà, je crois qu'on peut continuer à faire confiance. En tout cas, à la ville de Bruxelles, le Parti socialiste est de gauche et continue à être fidèle à ses convictions. Okay. Justement, on va parler un peu, puisque vous avez évoqué que vous étiez aussi président du CPAS pendant de nombreuses années. À ce moment-là, on vous disait déterminé à moderniser. Et vous avez entrepris le redressement de l'institution dans sa gestion, tout en redéfinissant une action sociale pilote dans beaucoup de domaines. Ouais. Il y a de nombreux logements publics où se sont concentrées les difficultés de vie à Bruxelles. Comment ne pas en faire une bombe sociale pour dans 10 ans? C'est ce qu'on disait déjà à l'époque. Aujourd'hui, 10 ans ont passé, où en sommes-nous? Tout l'enjeu est celui de la mixité. Mais je vais vous expliquer quelle est notre conception de la mixité. La mixité, c'est dans un immeuble de logement, avoir des jeunes, des vieux, des gens qui ont du travail, des gens qui sont pensionnés, des familles avec des enfants, des personnes isolées. Et mélanger ça. Et faire en sorte que dans l'immeuble, tout le monde se salue, tout le monde trouve un intérêt à voir l'autre, etc. Cette mixité-là, elle est fondamentale. Et donc, il faut permettre... Moi, ce qui m'effraie le plus, c'est la ghettoisation. C'est quand on fait des lasagnes, on accumule des couches de problèmes les unes sur les autres dans un immeuble, où les gens ont tous des difficultés, les mêmes difficultés. Ils ont donc l'impression, la certitude même, qu'autour d'eux, il n'y a que de la misère et il n'y a pas moyen de s'en sortir. Ce n'est pas le bon signal. Il faut au contraire mélanger et dire aux gens qui ont des vraies difficultés, on va vous aider pour que vous sortiez de votre condition. Et moi, c'est ce que j'ai voulu au CPS. C'est dire, faisons ça et faisons ensemble en sorte que vous sortiez de votre condition qui n'est pas bonne. C'était ça l'idée des logements. Maintenant, voilà, ailleurs, effectivement, d'autres mènent une autre politique et où ils croient faire bien sur le plan social en disant aux gens, vous allez aller là,
Et quand vous additionnez tous des problèmes sociaux les uns sur les autres, vous créez un ghetto, ce n'est plus gérable. Mais je pense que la ségrégation spatiale, c'est aussi ne pas accepter qu'il y ait des ghettos de gens très riches qui ne veulent pas voir à côté d'eux des familles avec des enfants, qui ne veulent pas voir... Comment justement comment faire revenir parce qu'on a créé un ghetto aussi à l'extérieur de Bruxelles, vous avez parlé du Carcan. Toute la population bruxelloise, une grosse partie s'est expatriée hors des frontières de l'agglomération. On a encore quelques communes, mais qui sont quand même plus difficiles d'accès pour la classe moyenne, comme Uccle, au niveau de l'immobilier. Comment faire revenir ces gens ? Alors, il y a une politique qui est menée en ce moment, qui est celle de la transformation de bureaux dans le centre-ville en logements. On prend un exemple... Il y a une grosse compagnie assurance allemande qui est installée directement derrière la place de Brucker. Ils nous ont demandé de les aider à trouver un nouvel emplacement pour leur activité de service, leurs employés. Et on a trouvé dans le quartier nord une tour dans laquelle ils peuvent rénover la tour, moderniser le lieu et installer leur activité. Eh bien, cette compagnie d'assurance a décidé que son bâtiment du centre-ville, elle allait le transformer en logement. Ça, c'est positif. Et ça fait revenir, pour une part de la classe moyenne, qui ne prend pas la place des habitants de la ville. Elle prend la place de bureaux qui ont déménagé un peu plus loin dans la ville. Toujours sur le territoire de la ville de Bruxelles, d'ailleurs. Donc pour nous, on ne paie rien. Économiquement, la société déménage. Donc on continuera à avoir une activité économique sur Bruxelles, sur la ville. Et en plus, elle nous permet de faire du logement moyen ou supérieur même, qui attire une classe moyenne, qui a peut-être un autre mode de vie plus urbain et qui va se mélanger avec notre population. C'est ça qu'il faut, en plein centre-ville. Et pas à la place de notre population. Et ça, c'est important, c'est fondamental. Vous, gauche-droite, PSMR, eh bien, nous ne voulons pas, EPS, nous ne voulons pas que des riches viennent prendre la place de nos habitants. Quand je suis arrivé à la tête du CPS, dans les Marolles, il y avait un monstre, ça s'appelait la sablonisation des Marolles. Le sablon allait descendre sur les Marolles. Qu'est-ce que j'ai fait avec le CPS ? On a acheté beaucoup d'immeubles dans les Marolles, on les a rénovés, reconstruits, et on les a mis à disposition de nos habitants. On ne parle plus de sablonisation des Marolles. On a réussi. Eh bien, ce qu'on a réussi dans les Marolles, je pense qu'il faut le réussir ailleurs dans le centre-ville, à Laeken et tout ça. C'est-à-dire ce mixte où des gens nouveaux peuvent venir, mais pas à la place de notre population. Question de Joël Rubensfeld, qui est le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Durant l'été 2014, vous avez été interpellé à plusieurs reprises par la Ligue belge contre l'antisémitisme à propos des manifestations anti-israéliennes qui se sont déroulées à Bruxelles et durant lesquelles certaines manifestations ont crié mort aux Juifs. Je rappelle que cela se passait donc à Bruxelles 3 mois seulement après l'attentat contre le musée juif. Pourquoi n'avoir rien fait, monsieur le bourgmestre ? D'abord, ce monsieur ment, évidemment. Nous agissons systématiquement par rapport à cela. Donc il n'est pas question pour nous d'accepter une quelconque forme de racisme, d'antisémitisme ou de xénophobie. Ce n'est pas acceptable pour nous. Quand on agresse des Arabes, des musulmans, parce qu'ils sont arabes ou musulmans, c'est pour nous inacceptable. Quand on agresse des Juifs parce qu'ils sont juifs, c'est inacceptable. Et donc, nous ne laissons rien passer, évidemment. Et nous savons ce qui s'est passé, et lui ne sait pas que nous avons mené d'autres actions policières ou judiciaires à l'égard des personnes à l'égard desquelles nous pouvions le faire. Donc voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui est toujours dans la polémique, vis-à-vis de moi notamment, mais je trouve que son attitude n'est pas correcte. Et j'ai été le premier, quand il y a eu l'attentat au musée juif, à venir porter mon soutien
aux gens du musée juif que j'ai continué à soutenir, et ils le savent, et ils l'ont reconnu à plusieurs reprises, et ils savent ce que la ville, et moi en particulier, nous avons fait au moment de ce lâche attentat que nous avons condamné, et que j'étais le premier à condamner comme un attentat antisémite. Je l'ai dit immédiatement le jour de l'attentat aux autorités judiciaires qui avaient malheureusement été parties sur une autre voie, je pense, à ce moment-là. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui cherche la polémique, je ne partage pas ce qu'il dit, et ça ne correspond pas à la philosophie de la ville de Bruxelles. D'accord, nous avons encore 5 minutes, donc... Je veux juste rebondir un peu sur sa question, puisqu'on a parlé aussi des attentats. Lors des attentats, la communauté juive de Belgique est venue rendre hommage, et donc chacun mettait son drapeau. Oui. Beaucoup de fois, ce drapeau israélien a été enlevé. Oui. Est-ce qu'il y a eu des mesures, justement? Vous avez parlé de mesures, parce que je pense que, justement, toutes les communautés, c'est quand même le but de Al-Mouatin aussi, le vivre ensemble, ont droit à une certaine protection. Est-ce que vous êtes sorti ou à condamner ces agissements de reprendre à chaque fois le drapeau, l'isoler un peu de ce contexte? Oui, il y a des gens... Ah, vous savez, le problème quand vous devez gérer des situations agressives comme celle-là, donc la police était très vigilante, la police était très attentive, mais j'avais aussi demandé, ce sont des provocateurs, ces gars-là. Donc ils viennent, tout à fait. Et ils viennent pour que la police intervienne, pour que ça dégénère. Les gens, vous savez, ils voient la police intervenir sur des gens qui ont un drapeau d'une telle couleur et qui en même temps détruisent un drapeau d'une autre couleur. Et puis on ne voit pas très bien qu'ils ont détruit d'autres drapeaux, mais on voit qu'ils ont gardé... bon. Et alors la police intervient, les gens autour, ils ne savent pas ce qui se passe, ils se disent « Oh, on s'en prend à des gens » et tout ça. Bon, et ça part, et vous voyez comment ça peut partir, un mouvement de foule, c'est très difficile à gérer. Et donc j'ai demandé à la police d'être vigilante, mais d'intervenir avec intelligence, évidemment, et de ne pas répondre à la provocation de cette façon-là. Mais évidemment qu'on a pris des mesures à l'égard de ces individus. Et donc on a fini par y mettre bon ordre, et ça s'est passé une fois, 2 fois, mais ensuite ça n'est plus intervenu. Seulement le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, il suffit qu'il y ait un con, un imbécile, je m'excuse, mais qui fait une photo, qui balance ça sur les réseaux sociaux, ça tourne comme si c'était tous les jours et que ça se passait tout le temps, etc. Bon, ce n'est pas vrai. Donc on y a mis bon ordre, voilà. Mais il faut faire attention avec ces provocateurs, ils cherchent vraiment que les choses dégénèrent, et ça on a évité, et je pense que la police a fait un excellent travail. Monsieur le bourgmestre, pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter ces quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme avec un grand H devrait... faire une place égale à la femme avec un grand F. Oh. Donc, alors, pour vous, Dieu est... C'est Prigogine, je crois, qui disait « Quand je n'ai pas de réponse scientifique, je mets Dieu en attendant. » Voilà, donc pour moi, Dieu est une énigme, mais qui peut peut-être être posée en attendant d'avoir répondu aux questions que tous les hommes se posent. Être un homme politique aujourd'hui, c'est c'est beaucoup de courage. Vous êtes courageux, mais c'est beaucoup de disponibilité. Vous savez, c'est un métier difficile. Mais en même temps, quand j'étais ce week-end, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais à un forum citoyen, puis j'ai fait un mariage, et puis j'étais à une braderie à Laken, rue de Wandt. Puis j'ai eu une multitude d'activités tout le week-end. Vous parlez avec les gens, rencontrez les gens, même ceux qui ne sont pas contents, qui ont des problèmes, et puis ceux qui sont contents de vous voir et qui vous embrassent dans la rue. Bon, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. On est là pour les gens. On aime ce qu'on fait. Et ça, c'est formidable. De ce point de vue-là, c'est un métier formidable. Ouais. Bruxelles, c'est aussi la capitale de l'Europe. Ouais. Et pour vous, la capitale de l'Europe de demain, donc à l'horizon de 2018, sera comment? Moi, je souhaite une Europe plus attentive à ses citoyens. Vous savez, aujourd'hui, il y a une espèce de
Il y a une méfiance, voire un rejet. Hein. Le Brexit, c'est un vrai rejet de l'Europe par les citoyens, à tort ou à raison. Et donc, il faut que l'Europe renoue avec les citoyens. L'ancien rêve, qui est celui de faire la paix, bah, pour nous tous, il est réalisé, quoi. Et donc, ce n'est plus suffisant comme ambition pour demain. Et je pense que l'Europe renouera avec les citoyens si l'Europe reconnaît les villes. Plus de 60% des citoyens européens vivent désormais dans une ville. Et les villes ne sont pas reconnues par l'Europe. Les villes doivent devenir des partenaires de l'Europe. L'Europe doit nous aider. Elle doit renouer avec le citoyen grâce à nous, à travers nous. Et ça, je pense que c'est la tâche qui attend l'Europe. Quitter les banques, revenir vers les villes et revenir vers les citoyens. Et à nos expats, justement, qui vivent, parce qu'on a parlé de ghetto, la bulle européenne, comment intégrez-vous un peu moi, je pense que vraiment... Alors, c'est très marrant, parce que, figurez-vous qu'il y a des expats qui, quand ils sont pensionnés, restent à Bruxelles, mais quittent le quartier un peu ghettoisé de l'Europe et vont s'installer dans d'autres quartiers. Et donc, moi, je voudrais vraiment qu'il y ait cette dilution-là et cette mixité, alors, d'un autre ordre, qui s'établisse dans notre ville. Donc, moi, je pense que les fonctionnaires européens, mais aussi tous ceux qui travaillent autour de la Commission, les lobbyistes, etc., s'implantent dans la ville et participent à la vie bruxelloise. Il y a des vrais gens à Bruxelles, capitale de l'Europe. Il y a la Bruxelles, capitale de l'Europe pour les institutions, et puis il y a Bruxelles pour les vrais gens. Nous arrivons à terme de notre émission. Merci à vous. Yvon Maillard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup.